La Corée, l'été 1950. Les États-Unis entraînent les Nations unies dans une guerre contre le communisme en Asie. La guerre froide est maintenant une guerre chaude. Août 1945. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée japonaise qui a occupé la Corée pendant 35 ans capitule. Les troupes russes et américaines libèrent la Corée. Elles se rencontrent exactement comme elles l'ont fait en Allemagne. En tant que puissance occupante, l'Union soviétique et les États-Unis s'entendent pour diviser temporairement la Corée le long du 38e parallèle. Au sud de la ligne de démarcation, les Américains ont le contrôle. Syngman Rhee devient le premier président de la nouvelle République de Corée en 1948. Les troupes américaines se retirent. Les Russes contrôlent la partie au nord du 38e parallèle. Ils y installent un régime communiste par le biais d'un réseau de comités populaires. Kim Il-sung, qui a passé la guerre en Union soviétique, est destiné au pouvoir. La République démocratique populaire de Corée est proclamée et Kim Il-sung en est le président. Au retrait des troupes soviétiques, Kim rêve de réunifier la Corée sous le communisme. En mars 1949, Kim Il-sung se rend à Moscou. Sa mission secrète, obtenir la permission de Staline d'envahir le Sud. Préoccupé par la crise de Berlin, Staline rejette la demande d'invasion de Kim. À la fin de 1949, la situation internationale se modifie. Les Soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Et en Chine, la révolution communiste aboutit finalement. Mao Zedong proclame la République populaire de Chine. Le traité d'amitié entre Mao et Staline crée une alliance communiste mondiale, ce qui ouvre un second front à la guerre froide en Asie. Staline est maintenant persuadé que les États-Unis n'ont pas la volonté de riposter à ce qui se passe en Asie. En avril 1950, il finit par donner son accord à Kim Il-sung pour envahir la Corée du Sud. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne lance son attaque surprise contre le Sud. Équipée de chars d'assaut et d'artillerie russe et commandée par des conseillers soviétiques, 10 divisions de l'armée nord-coréenne envahissent le Sud. Le lendemain, le Conseil de sécurité se réunit. Moscou boycotte les Nations unies pour son refus d'admettre la Chine communiste. Les États-Unis ne ratent pas l'occasion de condamner l'agression des Nord-Coréens. 2 jours plus tard, le Conseil de sécurité vote la création d'une force militaire des Nations unies afin de défendre la Corée du Sud. Sur le drapeau des Nations unies, des soldats de 16 pays vont combattre le communisme. Les soldats du corps expéditionnaire américain envoyés en Corée ne s'imaginent pas que leur séjour va se prolonger. En fait, on nous a dit d'apporter notre équipement sportif et de laisser tout le reste parce qu'on n'allait y passer que 6 semaines environ. Il y aurait une démonstration de force sur le terrain, Sejintok repasserait le 38e parallèle et on rentrerait au pays. Ce n'est pas aussi facile. L'armée sud-coréenne de Syngman Rhee recule. Les hommes de 2 divisions jettent leurs armes et se joignent aux réfugiés qui fuient l'avance communiste. Avec la prise de la capitale de la Corée du Sud,
Kim Il-sung remporte une grande victoire pour le communisme. Les troupes américaines ne font guère mieux que les Sud-Coréens. Faute d'armes anti-chars efficaces, le front américain s'écroule. Au bout de quelques jours seulement, les soldats américains reculent en désordre sous les assauts du minuscule régime communiste de la Corée du Nord. Partout dans le monde, les alliés des États-Unis se rallient derrière le drapeau des Nations Unies. Les soldats de 15 pays arrivent en Corée pour rejoindre les Américains dans l'armée des Nations Unies. Le général MacArthur prend un risque pour changer le cours de la guerre. Comme les forces des Nations Unies sont concentrées dans une minuscule enclave à Pusan, il tente une importante opération de débarquement à 240 km derrière les lignes ennemies pour couper l'avance nord-coréenne, puis la refouler. Le 15 septembre 1950, à l'aube. La plus grande flotte d'invasion depuis la Deuxième Guerre mondiale bombarde le port d'Incheon. Les fusiliers marins américains et coréens débarquent nombreux. En 2 semaines, les troupes des Nations Unies sont engagées dans un combat féroce pour reprendre Séoul, la capitale du Sud. 50 000 civils perdent la vie dans le feu croisé. Après avoir enfin repris Séoul, MacArthur réinstalle Syngman Rhee au Parlement. L'armée triomphante de Rhee est la première à franchir le 38e parallèle pour entrer en Corée du Nord. Les soldats des Nations Unies pénètrent aussi en Corée du Nord. La tactique de MacArthur semble maintenant être la chasse serrée de l'envahisseur. L'impressionnant fleuve Yalu marque la frontière entre la Corée du Nord et la Chine de Mao. De l'autre côté de cette frontière, les dirigeants politiques chinois suivent la guerre avec inquiétude. Ils craignent que l'armée américaine en Corée du Nord n'envahisse le territoire chinois. Les dirigeants communistes de Beijing sont très divisés par rapport à l'intervention. Mao reçoit des télégrammes secrets de Staline qui lui enjoint d'entrer en guerre pour sauver la Corée du Nord. Désireux d'imposer la puissance de la Chine en Asie, Mao y consent. Au même moment, les armées des Nations Unies et de la Corée du Sud poursuivent leur course vers le nord. Pyongyang tombe le 19 octobre. Ce sera la seule capitale communiste jamais prise par l'Ouest durant la guerre froide. Mao donne l'ordre à l'armée chinoise, qu'on appelle les volontaires du peuple, de pénétrer en Corée. 1 demi-million de Chinois traversent le fleuve Yalu et attendent que les forces des Nations Unies approchent de la frontière. Le lendemain matin, 300 000 Chinois attaquent. Dans la phase suivante de cette guerre en dents de scie, les forces des Nations Unies sont repoussées de la Corée du Nord et abandonnent véhicules et équipements. Nous avions des soldats sur le toit des camions, sur les marchepieds, qui fuyaient vers le sud. Les soldats des Nations Unies en déroute adoptent la politique de la terre brûlée. Après le retrait de Hungnam, les ingénieurs américains font sauter les installations portuaires. Les Chinois avancent rapidement et reprennent Pyongyang, la capitale du Nord.
Au début de 1951, Séoul tombe de nouveau aux mains des communistes. Le général Matthew Ridgway est le nouveau commandant nommé par MacArthur. Les troupes des Nations unies commencent enfin à freiner l'avance chinoise. À l'été 1951, les deux parties se retrouvent dans une guerre sans issue dans les montagnes de la Corée, presque au même endroit où les combats ont commencé un an plus tôt. Chaque mois, on dénombre 2500 victimes dans les rangs des Nations unies. 1952, année électorale aux États-Unis. Après 2 ans de guerre, Truman décide de ne plus se présenter pour les démocrates. Les républicains choisissent Dwight Eisenhower. Son slogan, « J'irai en Corée ». Eisenhower remporte une victoire déterminante sur les démocrates. À l'Est aussi, il y a des changements. En mars 1953, le monde communiste pleure la mort de Staline. Staline a poursuivi la guerre. Ses successeurs veulent y mettre un terme. Le cessez-le-feu est finalement accepté le 27 juillet 1953. Les Chinois, les Nord-Coréens et les Nations unies appuient l'accord. 54 000 Américains ne sont pas rentrés. La guerre a fait 3 000 victimes dans les armées des 15 autres pays. En Chine, Mao parle d'une grande victoire et les volontaires rentrent au pays en héros. Environ 1,5 million de soldats chinois sont morts pendant cette guerre. En Corée du Nord et du Sud, 3 millions de Coréens sont morts, ont été blessés ou portés disparus. 5 millions d'autres sont sans abri. Pas de victoire, mais l'Ouest a tenu bon. En Corée, le communisme a été endigué. 40 ans plus tard, à la fin de la guerre froide, la Corée était toujours divisée par la même frontière.